Notre invité du jour, Julien Marcilly, économiste en chef du groupe Coface. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on fait un tour d'horizon de l'actualité économique et on commence, si vous le voulez bien, avec le G20 qui débute ce matin, qui débute aujourd'hui à Buenos Aires et qui se déroule aujourd'hui et demain. Alors le sujet principal de ce sommet des chefs d'État, c'est bien évidemment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avec la rencontre prévue des deux présidents demain. Ce bras de fer inquiète beaucoup les marchés, les banques centrales, l'OCDE, le FMI. Quel risque, en fait, cette guerre commerciale fait-elle encourir à l'économie mondiale ? Bon, ces risques sont visibles depuis quelques mois maintenant. Quand on s'intéresse aux indicateurs de confiance des entreprises, notamment en Europe, mais aussi en Asie, alors moins aux États-Unis, bien sûr, on constate clairement qu'ils piquent du nez depuis maintenant la fin du premier trimestre. Et quand on s'intéresse un peu plus dans le détail à ces indicateurs de confiance, ce que nous disent beaucoup les dirigeants d'entreprise, c'est que finalement ils sont davantage inquiets sur les perspectives à l'exportation que sur les perspectives sur leur marché domestique. Alors quand on agrège ça au niveau mondial, ça n'a aucun sens, si ce n'est qu'il y a cette montée des inquiétudes en matière de protectionnisme qui jouent sur leur confiance et donc pourrait les amener à reporter certaines décisions d'investissement. Et d'ailleurs on l'a vu dans les chiffres de PIB assez décevants, notamment en zone euro pour le troisième trimestre. Et alors quels secteurs et quels pays sont les plus impactés par le protectionnisme américain? Alors à ce stade, ce que tous les observateurs et analystes ont fait au cours de l'année 2018, c'est regarder l'impact direct des mesures annoncées par l'administration américaine et essayer de regarder leur effet immédiat. Maintenant, plus le temps passe, plus en fait on va s'intéresser aux effets indirects de ces mesures. Donc c'est-à-dire non pas l'impact par exemple d'une augmentation des droits de douane aux États-Unis sur les entreprises chinoises qui sont directement ciblées, mais on va aussi s'intéresser et essayer de mesurer l'effet de cette augmentation des droits de douane, non pas directement sur ces entreprises chinoises, mais par exemple sur les partenaires commerciaux de ces entreprises chinoises. C'est-à-dire en quelque sorte les effets de contagion ou les effets de second tour. Donc on s'est attaché à le faire dans le cadre d'une étude qui a été publiée le mois dernier et nos résultats sont assez significatifs, c'est-à-dire que d'après nous, en fait, une augmentation du droit de douane en moyenne aux États-Unis de 1% équivaut à une réduction des exportations de valeur ajoutée de ces pays partenaires du pays ciblé, donc par exemple la Chine, de 0,5%. Donc ça, c'est une moyenne. Ensuite, des secteurs d'activité comme les transports, donc qui incluent bien sûr l'automobile ou l'électronique, sont beaucoup plus touchés que d'autres, comme les métaux ou l'agriculture. Ce qui n'est pas très surprenant parce que ce sont les secteurs d'activité qui sont en fait les plus intégrés dans les chaînes de valeur mondiales. Parce qu'il y a certains secteurs qui demeurent quand même à l'abri de ces mesures protectionnistes. Alors, qui ne sont pas du tout affectés ou peu affectés. En tout cas, nous, ce que nos travaux statistiques n'ont pas permis de montrer, c'est qu'il y a des effets significatifs indirects sur des secteurs d'activité comme la métallurgie ou comme les secteurs liés à l'agriculture. Donc pour ces secteurs-là, ça veut dire que les effets directs des mesures peuvent être significatifs, mais on va dire que ça s'arrête là. Après, il n'y a pas d'effet de contagion de second tour sur les autres pays tiers. En France, vous avez sorti récemment une étude qui prouve la hausse des défaillances d'entreprises en 2018 et sans doute même en 2019. Est-ce que cette hausse des défaillances peut être liée justement à cette guerre commerciale? Alors déjà, c'est vrai que c'est un signal important parce que c'est la première fois depuis plus de 2 ans que les défaillances d'entreprises sont en hausse. Donc ça montre bien que le cycle de croissance se retourne en France. C'est un autre signal parmi d'autres qui le confirme. Ceci étant dit, quand on regarde un peu le détail, c'est difficile quand même d'y voir les conséquences directes du protectionnisme parce que dans le détail, cette hausse des défaillances est notamment liée à des secteurs comme la construction, comme les services à la personne, donc surtout dépendant de la demande interne et très peu du commerce extérieur. Alors, on passe à un autre sujet dans l'actualité également, qui est le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, programmée initialement le 29 mars, mais tout n'est pas joué, puisqu'un accord amiable a été trouvé entre le gouvernement britannique et l'Union européenne. Maintenant, il faut que Theresa May parvienne à convaincre les députés du Royaume-Uni de le valider. Sans cet accord, quels sont les risques pour le Royaume-Uni et surtout pour l'Union européenne d'un Brexit Alors, si on se place dans le scénario, exactement, si on se place dans le scénario du pire, avec aucun accord au 29 mars et une sortie de l'Union européenne, dans ce cas-là, il y aurait plusieurs types d'impacts négatifs. Bien sûr, un effet sur la confiance
et donc qui aurait pour conséquence une chute de la livre. Et les secteurs au Royaume-Uni qui seraient les plus pénalisés, eh bien, sont ceux qui ont déjà souffert depuis 2 ans de la hausse du coût de la vie et de l'augmentation des prix importés. Donc on pense notamment au secteur de la distribution, qui sont pénalisés par une moindre consommation des ménages, mais aussi la construction qui en plus fait face à d'autres problèmes en interne au Royaume-Uni. Ajouté à ça, certains secteurs d'activité seraient aussi pénalisés par une augmentation mécanique des droits de douane. Si on était dans ce cas de figure, ça concernerait surtout des secteurs des produits agricoles et également, dans une moindre mesure, l'automobile. Mais d'une manière plus générale, ce qui inquiète beaucoup dans ce scénario-là, ce serait un peu des disruptions très fortes qui gêneraient le fonctionnement et les approvisionnements des chaînes de valeur. C'est-à-dire toutes les entreprises britanniques qui ont un fournisseur étranger ou qui ont un fournisseur local, mais qui lui-même a un fournisseur étranger, pourraient être gênés à partir de début avril. Augmentation des coûts considérable. Tout à fait. Parce que le secteur automobile britannique, quand même, réalise 55% de son chiffre à l'export et à l'export vers l'Union européenne. C'est quand même considérable. Pour le moment, dans l'accord qui a été conclu entre le gouvernement britannique et l'Union européenne, toutes ces taxes seraient supprimées. Il y aurait une libre circulation. Non, elle n'aurait pas lieu d'être, puisque l'accord prévoit, s'il est encore une fois voté par le Parlement britannique, l'accord prévoit une période de transition au moins jusqu'à la fin de l'année 2020. Et dans ce cas de figure-là, eh bien, ce serait une situation qui serait très similaire à la période actuelle. Après, il faut quand même mentionner que si jamais l'accord n'était pas voté par le Parlement britannique, ça donnerait peut-être lieu à une démission ou une motion de censure de la Première ministre, à de nouvelles élections, et auquel cas, il ne faut pas oublier que l'article 50 prévoit qu'un report de la date de sortie est possible si le Royaume-Uni en fait la demande. Et Michel Barnier avait déjà dit il y a quelques mois que c'était inenvisageable, sauf s'il y avait un changement politique majeur au Royaume-Uni. Donc c'est aussi un autre cas de figure, c'est-à-dire que l'accord ne soit pas voté par le Parlement britannique, mais in fine, la date finale de sortie ne serait plus le 29 mars, mais pourrait être repoussée. D'accord. Et du côté de l'Union européenne, quelles conséquences faut-il attendre? On a du mal à mesurer quelles vont être les conséquences de la sortie du Royaume-Uni. Alors, idem, si on se place dans le scénario du pire qu'on décrivait tout à l'heure, avec aucun accord et une sortie le 29 mars, qui n'est pas notre scénario central, les économies qui seraient les plus touchées, en tout cas quand on regarde les flux de commerce, seraient bien entendu les économies avec un marché domestique de moindre importance et davantage dépendantes du commerce international, et en particulier celui vers le Royaume-Uni. Donc on pense notamment bien sûr à l'Irlande, mais au-delà de ça, la Belgique, les Pays-Bas et quelques pays scandinaves qui seraient les plus directement affectés. Un pays comme la France, moins a priori, mais après, très difficile de quantifier le choc sur les marchés financiers qui là toucherait tout le monde. Et justement, j'allais vous dire, et du côté de la finance, on arrive à évaluer un petit peu, parce que c'est quand même pas rien de se détacher de la City de Londres. Par définition, je pense que c'est très difficile d'évaluer a priori l'ampleur d'un choc financier et d'un choc de confiance surtout sur les marchés financiers. On l'a vu au cours des dernières années avec les différentes crises politiques qu'il y a eu en Europe et même ailleurs. Ce qu'on sait, c'est que par définition, un choc financier a une nature irrationnelle, et donc les pays qui sont a priori les plus exposés via le canal du commerce ne seraient pas forcément les seuls à être touchés dans ce cas-là. Alors on passe au dernier sujet qui est l'Italie, et avec son dérapage budgétaire 2019 qui, même ramené à 2,2%, voire même 2,1% du PIB, est toujours refusé par la Commission européenne. Est-ce qu'au vu de la situation économique italienne, ce budget à 2,4% du PIB est totalement déraisonnable selon vous ? Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde fait le parallèle entre la situation en Italie et la situation en Grèce il y a quelques années. Il y a quand même deux différences majeures. La première n'est pas très positive. Elle est que, bien sûr, tout le monde le sait, le poids de l'Italie dans la zone euro est beaucoup plus grand que celui de la Grèce. Donc le risque italien fait peser un risque plus élevé sur l'avenir de la zone euro. Ceci étant dit, en matière de soutenabilité de la dette publique, la situation grecque était très différente. C'est-à-dire, quelles que soient les hypothèses que l'on prenait en matière de croissance, de déficit budgétaire, il s'avérait que la dette publique grecque n'était pas soutenable. Dans le cas de l'Italie, c'est un peu différent. On est vraiment à la limite
C'est-à-dire que si on fait nos calculs avec des hypothèses de croissance un peu plus optimistes, c'est ce que fait le gouvernement italien, on peut dire que la dette publique est soutenable. Si on est un peu plus prudent, ça ne l'est pas. Et donc finalement, on est vraiment sur une ligne de crête et tout dépend de ce qui se passe sur les marchés financiers. C'est-à-dire à quel niveau, à quel prix l'Italie peut se financer sur les marchés financiers. Et le problème aujourd'hui, il est qu'avec un taux souverain à 10 ans qui est supérieur, qui resterait durablement supérieur à 3%, ça rendrait probablement la dette publique italienne insoutenable. Et c'est là aujourd'hui tout le problème. C'est pas tant la négociation en tant que telle avec la Commission européenne, c'est plus les conséquences que cette négociation a sur les marchés financiers, le problème. Et alors, il y a plusieurs prix Nobel d'économie qui estiment que le critère du PIB ne rend pas forcément compte de la situation, en tout cas de l'état de santé d'un pays, et qu'on devrait intégrer d'autres composantes, notamment sociales, pour évaluer cette situation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que Bruxelles devrait évoluer sur ce point? Bon, la question n'est pas nouvelle, hein. Mais c'est vrai qu'elle redevient d'autant plus d'actualité que dans beaucoup de pays, pas seulement en Europe, en France, mais ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, finalement, la situation au regard des agrégats macroéconomiques habituels semble bonne, et pourtant, le mécontentement social est de plus en plus présent. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, peut-être que ces agrégats macroéconomiques mesurent mal la réalité économique et sociale. Est-ce que l'indice des prix à la consommation mesure parfaitement et de manière adéquate la hausse des prix? Ou alors, même si ces agrégats macroéconomiques sont justes, entre guillemets, est-ce qu'il ne faudrait pas en tenir compte d'autres pour vraiment évaluer de manière plus précise la situation, la bonne santé d'une économie? Bon, espérons que tout cela va s'améliorer dans un sens ou dans un autre. Enfin, juste une dernière question. Quelles sont les conséquences de cette dette italienne sur les autres pays de la zone euro? Bon, à ce stade, les effets de contagion sont assez limités. Oui. C'est quand même la bonne nouvelle. Depuis quelques mois, les taux souverains en Espagne, au Portugal, en Grèce un peu moins, on peut souffrir de la situation en Italie. Mais encore une fois, l'histoire récente avec la Grèce montre que ça peut changer très, très rapidement. À suivre donc. Merci beaucoup, Julien Marsili, économiste en chef du groupe COFAS.